Ils ricanèrent lorsque la jeune mécanicienne entra dans l'entrepôt et désigna le camion de près d'1 million d'euros à l'arrêt. Un ingénieur étranger avait déjà baissé les bras. Le propriétaire millionnaire était désespéré, et pourtant, il l'avait traité de gamine qui ne comprenait rien. Mais quand Roxane demanda d'ouvrir une seule partie du moteur, l'ambiance changea instantanément. Ce qu'elle y trouva, personne ne s'y attendait, et le temps ne cessait de s'écouler. Avez-vous déjà entendu parler de Roxane? Non. Alors, soyez attentifs, car cette jeune femme de 20 ans, qui vit à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, est sur le point de prouver quelque chose que beaucoup de gens doivent apprendre. Le talent ne se mesure ni à l'apparence, ni à l'âge, ni au nom de famille. Roxane est d'origine autochtone, petite, mince, toujours les cheveux attachés en queue de cheval et les mains tachées de graisse qui ne part jamais complètement, peu importe combien elle frotte. Et savez-vous ce qu'elle fait? Elle dirige un garage spécialisé dans les moteurs diesel d'équipements lourds. Oui, ces moteurs gigantesques de camions et de machines que la plupart des hommes ont peur de toucher. Son histoire commence bien avant, à l'âge de 12 ans. Pendant que d'autres filles jouaient à la poupée, Roxane était sur le sol en ciment du garage de son grand-père Antoine, un homme aux cheveux blancs et aux mains calleuses qui a travaillé 35 ans à réparer des machines d'extraction minière dans le Massif central. Antoine était de ces mécaniciens purs et durs, de ceux qui connaissent un moteur à son odeur, à son son, à son toucher. Et il a vu chez sa petite fille quelque chose que personne d'autre ne voyait. Un génie naturel pour comprendre comment les choses fonctionnent. Il lui a tout transmis. Chaque astuce, chaque secret, chaque connaissance qu'il avait accumulée en 3 décennies et demie, en faisant face aux conditions les plus extrêmes qui existent. Chaleur intense, humidité absurde, boue, poussière, tout ce qui peut détruire un moteur. Aujourd'hui, à 73 ans, Antoine est à la retraite, mais il passe encore ses journées dans le garage de sa petite fille, assis sur une vieille chaise en plastique, buvant du café et donnant des conseils, car la réalité est dure, et Roxane a besoin de toute l'aide possible. Elle soutient toute sa famille, sa mère, ses 2 jeunes frères et son grand-père. Le garage est situé sur un terrain loué dans le quartier de Guerlande. Une construction simple avec 3 murs en briques apparentes et un toit en tôle d'amiante qui chauffe comme un four en plein jour. Il y a 2 ponts élévateurs hydrauliques que Roxane a achetés d'occasion, des outils qu'elle a rassemblés au fil des ans et des étagères pleines de pièces qu'elle catalogue et organise elle-même. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à elle et elle en prend soin avec fierté. Le problème est que les gros clients ne viennent pas. Les entreprises de bois, les propriétaires de flottes de camions, les entrepreneurs de l'agro-industrie, tous regardent ce petit garage, voient une jeune femme diriger tout et tournent les talons. Ils vont chercher des garages plus grands, dirigés par des hommes plus âgés, même s'ils paient plus cher et reçoivent un service de moins bonne qualité. Roxane le sait. Elle le sent chaque 5 jours. Les seuls clients qu'elle a sont des chauffeurs routiers indépendants, des petits agriculteurs, des gens simples qui n'ont pas l'argent pour payer les garages huppés et qui ont découvert, par nécessité, que cette fille est vraiment douée. Et elle l'est. Elle parvient à diagnostiquer des problèmes qui laissent des mécaniciens avec 30 ans d'expérience se gratter la tête, mais cela ne paie pas les factures. Ce mois-ci même, elle a 3 factures en retard. Le loyer du garage, la facture d'électricité et le médicament de tension de son grand-père qui coûte 287 € et est épuisé depuis 4 jours. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, il y a un homme appelé Samuel Duval. Et quand je dis qu'il est riche, je n'exagère pas. Samuel a 52 ans, les cheveux grisonnants, bien coupés, toujours une chemise impeccable, même sous la chaleur infernale de la région lyonnaise, et il dirige un empire, Bois Duval, une entreprise de 70 millions d'euros qui travaille avec le reboisement légal et le transport de bois certifié. Il a tout construit seul, est parti de zéro il y a 30 ans, et a absolument tout sacrifié pour l'entreprise. Il n'a pas d'épouse, pas d'enfants, pas de vrais amis. Il a des associés, des employés,
des partenaires commerciaux. Il vit seul dans une immense maison dans le quartier des Brotteaux, avec 5 chambres vides et une cuisine qui n'est jamais utilisée, car il ne mange qu'au restaurant. Le soir, en rentrant du travail, il s'assoit sur la terrasse avec un verre de whisky et regarde son téléphone portable, vérifiant des tableaux, répondant à des emails. C'est sa vie. Et il pense que tout va bien ainsi, mais maintenant, pour la première fois depuis des années, Samuel est terrifié. Ce n'est pas une exagération. L'homme qui a toujours tout résolu avec de l'argent et de l'efficacité est bloqué, ne sachant que faire. Il a signé le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Transporter 47 tonnes de bois précieux de Brésil, découvert légalement sur ses terres de reboisement, jusqu'à une usine de meubles haut de gamme du faubourg Saint-Antoine à Paris. Ce sont des grumes gigantesques, rares, inestimables. Le contrat vaut 8,5 millions d'euros. 8,5 millions. De quoi acheter 10 maisons comme celle où il vit, mais il y a un détail qui l'empêche de dormir. Une clause du contrat stipule que si le bois n'arrive pas dans exactement 10 jours, l'affaire est annulée et il paie une amende de 2 millions d'euros pour non-respect. 2 millions jetés à la poubelle. Et le délai a commencé à courir il y a 9 jours. Le problème, le camion. Samuel possède une flotte de 4 poids lourds, mais le seul capable de transporter tout ce poids est le Volvo FH540, un monstre suédois spécialisé dans le transport de grumes, avec un moteur de 540 chevaux et une capacité de 60 tonnes. Ce camion coûte 980 000 euros, près d'1 million d'euros sur roue, et il est à l'arrêt, complètement mort dans le garage de l'entreprise. Il ne démarre pas, ne répond pas, ne fait rien. Les 3 autres camions de la flotte sont tous en service, éparpillés dans les régions de Bretagne, des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, transportant d'autres cargaisons qui ne peuvent être annulées. Il est impossible de les redéployer à temps. Samuel a tout essayé. Il a appelé le concessionnaire Volvo de Bordeaux, mais le technicien le plus proche ne pouvait arriver que dans 6 jours. Il a essayé de faire venir un camion de location de Marseille, mais aucun n'a la capacité de charge nécessaire. Et puis, dans le désespoir, il a fait ce que les hommes riches font. Il a jeté de l'argent sur le problème. Il a engagé Klaus Hoffmann, un ingénieur mécanique allemand de 48 ans, établi en France depuis 12 ans, considéré comme l'un des plus grands spécialistes des moteurs Volvo en Europe. Klaus coûte 15 000 euros par jour. 15 000 euros par jour. Cela fait 5 jours qu'il fouille le moteur, connecte des scanners informatisés, fait des tests, et rien. Le camion reste inerte et le délai continue de s'écouler. Klaus est de ces types arrogants qui pensent tout savoir. Grand, blond, toujours avec des lunettes de vue et une planchette à la main. Il parle avec un accent prononcé et adore utiliser des termes techniques en anglais juste pour montrer qu'il a étudié à l'étranger. Il a monté une véritable station de diagnostic dans le garage de Bois-Duval. 2 ordinateurs portables, un scanner automobile de dernière génération qui coûte plus cher qu'une voiture populaire, des caisses d'outils importées, organisées par taille. Cela ressemble à un décor de film, mais cela n'a rien résolu. Il a déjà changé des capteurs, testé le calculateur électronique, vérifié le système de refroidissement, analysé le turbocompresseur, refait toute la partie électrique. Rien. Le moteur du Volvo ne répond tout simplement pas. Et c'est là que Roxane entre en scène. Elle a un fournisseur en commun avec Bois-Duval, Monsieur Dubois, un vendeur de pièces qui connaît tout le monde en ville. C'est lui qui lui a dit un matin, alors qu'elle achetait des filtres à huile, « Roxane, tu ne sais pas, Samuel Duval est désespéré avec un Volvo à l'arrêt depuis plus d'1 semaine. Il a même fait venir un étranger très cher pour résoudre le problème, et la bête n'y arrive pas. » Roxane sentit son cœur s'accélérer. Elle connaît les moteurs Volvo les yeux fermés. Elle a travaillé sur un modèle similaire l'année dernière, un FH460 que personne n'arrivait à faire fonctionner et qu'elle a réparé en 2 jours. Et Dieu sait qu'elle a besoin de ce travail. Elle en a tellement besoin. Les factures ne vont pas se payer toutes seules. Elle n'hésita pas une seconde.
s'essuya les mains sur un vieux chiffon, enfila la combinaison bleu marine, la moins sale qu'elle avait, prit sa boîte à outils et se rendit directement au siège de Bois Duval. L'endroit est imposant. Un immense entrepôt à structure métallique avec le nom de l'entreprise en lettres géantes sur la façade, portail automatique, clôture électrique, caméra de sécurité. Roxane gara sa Renault Kangoo 2008 rouge délavée, qu'elle entretient elle-même, juste devant, et se dirigea vers la réception. La jeune femme à la réception, une trentenaire très apprêtée, la regarda de haut en bas avec ce regard de dédain. Roxane expliqua qu'elle venait proposer ses services de mécanique pour le camion. La réceptionniste faillit rire. « Monsieur Duval a déjà un spécialiste qui s'en occupe, un ingénieur allemand. Je crois que vous devriez partir. » Mais Roxane est têtue, demanda à parler à Samuel, insista. La réceptionniste, juste pour se débarrasser d'elle, appela son patron et expliqua la situation sur un ton moqueur. À la surprise générale, Samuel lui demanda de monter. Il était si désespéré que toute possibilité, aussi minime soit-elle, valait la peine d'être tentée. Roxane monta les escaliers jusqu'au bureau. Samuel était assis derrière une table en bois massif, des papiers éparpillés partout, le téléphone sonnant sans arrêt et l'expression de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des jours. À côté de lui se tenait Klaus, les bras croisés, avec cette posture de supériorité. Quand Roxane entra, une jeune femme petite, d'origine autochtone, avec une combinaison tachée de graisse et une vieille mallette à la main, Klaus laissa échapper un rire. Ce n'était pas un petit rire, c'était un rire fort, moqueur, offensant. « Oasistas » dit-il en allemand, puis il traduisit avec dérision. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a envoyé une enfant jouer à la mécanique ?» Roxane sentit le sang lui monter à la tête, mais elle garda une voix ferme. « Mon nom est Roxane. J'ai un garage spécialisé dans les moteurs diesel de grande taille depuis 8 ans. J'ai entendu dire que vous avez un problème avec un Volvo FH540. Je peux le résoudre. » Klaus applaudit lentement avec dérision. « Regardez, Samuel, la sauvageonne a appris quelques mots techniques. C'est mignon. Vous vous êtes perdu, mademoiselle. La forêt est de l'autre côté de la ville. Ou vous êtes venu chercher un emploi de femme de ménage? Parce que de mécanique, vous n'y comprenez rien. Soyez-en sûr. » Roxane serra les poings. Samuel, qui observait en silence jusque-là, fit également preuve de scepticisme. « Mademoiselle, je respecte votre courage de venir ici, mais j'ai déjà engagé le meilleur spécialiste Volvo de la région. Je pense que vous perdez votre temps. »« Perdre mon temps ?» rétorqua Roxane, regardant Samuel droit dans les yeux. « D'après ce que je sais, ce camion est à l'arrêt depuis 9 jours, et ce meilleur spécialiste n'a rien résolu. Je m'y connais en moteur diesel. J'ai grandi en réparant des équipements lourds qui fonctionnent dans des conditions extrêmes du Massif central. Les pires qui existent. Si je n'y arrive pas, vous ne perdez rien. Mais si j'y arrive, vous gagnez tout. » Klaus rit encore plus fort. « Conditions du Massif central, écoutez ça. Elle pense qu'on apprend la mécanique dans la jungle. Ma chère, j'ai étudié l'ingénierie mécanique en Allemagne. J'ai une spécialisation en moteur Volvo en Suède. J'ai travaillé dans des usines en Europe. Vous croyez vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Une petite femme de garage de quartier ?» Il se tourna vers Samuel. « Je n'arrive pas à croire que vous envisagez cela. Elle ne sait probablement même pas changer l'huile. » Roxane fit un pas en avant. « C'est amusant que vous parliez de garage de quartier, parce que mon humble garage a déjà résolu des problèmes que des concessions n'ont pas résolus. Et vous ?» Elle regarda Klaus avec mépris. « Ce n'est pas un diplôme qui fait fonctionner un moteur, c'est la connaissance. Et vous qui venez d'ailleurs, vous venez me défier ici chez moi, me traiter de sauvageonne comme si c'était une insulte? Je suis très fier de mes racines. Vous devriez avoir honte de votre préjugé. » Le silence qui tomba dans la pièce fut pesant. Klaus devint rouge de colère. Samuel, pour la première fois, sembla vraiment lui prêter attention. Il regarda sa montre, calcula mentalement et prit une décision. Il était sans option, sans temps, sans issue. « Très bien, dit-il. Je vais vous faire une proposition.
Si vous parvenez à faire fonctionner ce camion en 24 heures, je vous engage comme responsable de la maintenance de toute ma flotte, avec un salaire de 18 000 € par mois, et je signe un contrat permanent avec votre garage pour tous les services. » Klaus explosa. « Samuel, vous êtes fou. Elle n'y arrivera pas. C'est une humiliation. Je suis un ingénieur diplômé et vous allez donner sa chance à cette... Il chercha les mots les plus offensants qu'il put trouver. Cette sauvageonne de garage de 5e catégorie. Elle a probablement un gris-gris et une plume dans sa mallette où elle va faire une danse de la pluie pour que le camion démarre. » Roxane ignora complètement Klaus et tendit la main à Samuel. « J'accepte. » Ils se serrèrent la main. Et ainsi, alors que le temps s'écoulait et que le mépris de Klaus résonnait dans l'air, Roxane commença la plus grande épreuve de sa vie. Roxane fut conduite à l'entrepôt, où le Volvo FH540 était garé. Et quelle machine, vraiment! Un camion imposant, rouge métallique, impeccable, avec cette cabine haute caractéristique des Volvo européens, un pare-choc chromé étincelant, d'énormes roues jumelées arrière, un géant de 15 mètres de long qui coûtait près d'1 million d'euros et qui était maintenant inerte, comme un monument inutile. Klaus avait déjà installé tout son équipement autour. Des ordinateurs portables ouverts, montrant des graphiques incompréhensibles, des câbles connectés aux calculateurs électroniques, des outils très chers, éparpillés de manière théâtrale. Cela ressemblait plus à un spectacle technologique qu'à un vrai travail de mécanique. Roxane posa sa vieille mallette par terre, dégagea ses cheveux de son visage et commença à évaluer la situation. Elle ne se précipita pas pour ouvrir le capot, ne brancha aucun ordinateur. Elle fit quelque chose que Klaus n'avait même pas envisagé. Elle fit le tour complet du camion, observant, touchant. Elle passa la main sur la carrosserie, vérifia les pneus, s'accroupit pour voir le dessous du châssis. Elle ressentait le véhicule comme son grand-père Antoine lui avait enseigné. « Un moteur, c'est comme une personne, Roxane », lui disait-il toujours. « Il faut le connaître entièrement avant de toucher à ses entrailles. » Klaus, appuyé sur un établi, buvant un café expresso d'une carafe thermos coûteuse, observait tout avec son sourire moqueur. « C'est intéressant, » dit-il à voix haute aux employés qui étaient à proximité. 5 mécaniciens de l'entreprise observaient, curieux. Elle fait des câlins au camion. Quelle technique avancée! On n'enseigne pas ça à l'université? Les mécaniciens rirent, embarrassés. L'un d'eux, un jeune homme nommé Bruno, sembla mal à l'aise avec la situation, mais ne dit rien. Roxane ne répondit pas. Elle continua son travail, ouvrit la cabine, monta sur le siège du conducteur, tourna la clé de contact. Le tableau de bord s'alluma normalement. Batterie OK. Système électrique fonctionnel. Elle tenta de démarrer. Le démarreur tourna, fit ce bruit caractéristique, mais le moteur principal ne démarra pas. Pas un grognement, pas un soupir. Mort. Elle resta assise sur le siège haut, regardant le tableau de bord, réfléchissant. Ses yeux parcoururent chaque témoin lumineux, chaque indicateur. Et puis elle remarqua quelque chose. Le témoin d'alerte d'eau dans le carburant était éteint. Il aurait dû être allumé s'il y avait contamination, mais il ne l'était pas. Étrange. Elle descendit de la cabine et se dirigea directement vers l'arrière du camion, où se trouve le réservoir de carburant. Klaus la suivit, toujours avec cet air de supériorité. « On a déjà vérifié le carburant ?» dit-il avec impatience. « 3 fois. Tout est en ordre. Du gazole B11 de qualité, conforme aux spécifications Volvo. Mais bien sûr, vous ne me croirez pas, n'est-ce pas? Vous allez vouloir faire votre petit numéro. » Roxane prit un outil dans sa mallette et ouvrit la purge du réservoir. Elle plaça un récipient en dessous et laissa couler un peu de carburant. Le liquide qui sortit avait une coloration étrange, un peu trouble, différente du gazole propre qu'il aurait dû être. Elle prit le récipient, l'approcha de son nez, le sentit, fit une grimace. « Ce gazole est contaminé, » dit-elle. Klaus leva les yeux au ciel de manière dramatique. « Oh mon Dieu, la sauvageonne a découvert la poudre. Bien sûr que nous avons vérifié la contamination. Nous avons fait des analyses en laboratoire, envoyé des échantillons à Bordeaux. Résultat, conforme aux normes.
Mais à quoi je m'attendais? Que vous compreniez l'analyse chimique? Vous ne savez probablement même pas ce qu'est la spectrométrie. Roxane respira profondément. Cet homme mettait à l'épreuve chaque once de patience qu'elle possédait. L'analyse en laboratoire vérifie les composants chimiques du gazole, mais pas la contamination biologique. Ce carburant contient de l'eau et des micro-organismes. Regardez la couleur trouble, sentez l'odeur aigre. C'est une oxydation causée par des bactéries et des champignons qui prolifèrent lorsque de l'eau est mélangée au biodiesel dans un environnement très humide. Klaus éclata d'un rire sarcastique. Bactéries, champignons. Maintenant, elle est biologiste aussi. Quelle femme talentueuse! Vous avez oublié de mentionner les lutins et les fées qui doivent aussi vivre dans le réservoir. Les employés autour rirent de nouveau, mais cette fois le rire fut plus faible. Certains commençaient à être mal à l'aise avec le niveau d'humiliation. Bruno, le jeune mécanicien, fronça les sourcils en écoutant ce que Roxane disait. Samuel apparut dans l'entrepôt à ce moment-là. Il venait de sortir d'une réunion tendue avec ses avocats concernant l'amende contractuelle. Il était épuisé, avec de profondes cernes sous les yeux. Quand il vit la scène, Klaus se moquant, Roxane au sol, analysant le carburant, il demanda « Alors, des progrès ?» Klaus répondit avant que Roxane ne puisse parler. « Des progrès ? Elle invente des histoires de bactéries dans le gazole, Samuel. C'est une perte de temps. Cette fille n'a aucune qualification technique. Elle a probablement appris la mécanique en regardant des vidéos sur YouTube. Vous devriez la renvoyer avant qu'elle ne casse quelque chose. » Roxane se leva, s'essuya les mains sur sa combinaison et regarda Samuel directement. « Monsieur Duval, savez-vous comment fonctionne le système d'alimentation d'un moteur diesel électronique ?» Samuel fit non de la tête. « Alors, laissez-moi vous expliquer. Le gazole passe par plusieurs étapes de filtration avant d'atteindre les injecteurs. S'il y a une contamination biologique, invisible à l'œil nu, elle forme une substance visqueuse qui obstrue progressivement le système. Les scanners informatisés ne le détectent pas, car les capteurs ne sont pas programmés pour identifier la matière organique. Ils ne lisent que des données électroniques, pression, température, débit. Mais si le filtre est obstrué par un biofilm, le carburant n'arrive pas avec une pression suffisante et le moteur ne démarre pas. C'est aussi simple que ça. Samuel traita l'information. Cela avait du sens, mais Klaus s'immisça de nouveau. Belle théorie. Mais j'ai déjà changé tous les filtres. Tous. Filtre primaire, filtre secondaire, filtre en ligne. J'ai mis des pièces neuves et le problème persiste. Il devenait nerveux, agressif. Sa voix montait en ton. Vous êtes de très prétentieux, Samuel, d'écouter cette... Il chercha le mot le plus offensant. Cette sauvageonne de garage. Le silence qui tomba fut assourdissant. Tous les employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient. Bruno écarquilla les yeux, choqué. Même Samuel resta sans réaction pendant quelques secondes. Klaus avait franchi une limite. Roxane sentit les larmes lui brûler les yeux, mais n'en laissa aucune couler. Elle avait déjà entendu des insultes, mais celle-là était particulièrement cruelle. Samuel réagit finalement. Klaus s'était totalement inapproprié, mais ce fut une réprimande faible, sans conviction. Il ne renvoya pas Klaus, ne s'excusa pas auprès de Roxane, il resta juste là, mal à l'aise, ne sachant que faire. Et cela fit plus mal que l'insulte. Cela montra à Roxane qu'au final, elle était jetable à ses yeux, un pari désespéré, mais pas quelqu'un qui méritait de la dignité. Klaus, réalisant que Samuel ne prendrait pas de mesures sérieuses, en profita. « Désolé, désolé, dit-il avec sarcasme. Je ne voulais pas offenser la demoiselle, mais Samuel, soyons réalistes. Elle n'a pas la capacité intellectuelle de comprendre un moteur de ce niveau. C'est un Volvo. C'est de l'ingénierie suédoise de pointe. Ce n'est pas une trottinette que n'importe qui répare. Et autre chose, il regarda Roxane avec dédain. Vous avez dit que j'avais changé les filtres. Oui, je les ai changés par des filtres de qualité, originaux. J'ai les factures de tout. Roxane respira profondément. Il était temps de tester quelque chose. Puis-je voir les filtres que vous avez retirés?
Klaus hésita. Pourquoi? Roxane insista. Je veux juste voir pour comprendre le modèle de contamination. Klaus souffla, mais se dirigea vers une boîte en carton dans un coin et jeta 3 filtres usagés sur le sol devant elle. Voilà, satisfaite? Roxane ramassa l'un des filtres. C'était un filtre à carburant, oui, mais quelque chose n'allait pas. Elle regarda l'estampille sur le côté. Ce n'était pas un Volvo original, c'était une marque générique. Elle prit les 2 autres, même chose. Ce ne sont pas des filtres Volvo originaux, dit-elle. Klaus devint visiblement nerveux. Bien sûr que si. Roxane montra la pièce à Samuel. Monsieur Duval, voyez-vous ce code ici? Un filtre Volvo original a un code spécifique commençant par VO. Celui-ci est générique, de qualité inférieure. Samuel prit le filtre, l'examina. Son expression changea. Klaus se précipita. Ce sont des pièces de rechange, certifiées par un fournisseur agréé. Cela ne fait aucune différence. Mais cela en faisait. Et Roxane le savait. Les filtres génériques n'ont pas la même capacité de filtration. Dans des conditions extrêmes, comme une forte humidité, ils laissent passer des impuretés que les filtres originaux bloquent. Et de plus, ils étaient moins chers, beaucoup moins chers. Pourquoi un ingénieur très cher utiliserait-il des pièces génériques sur un moteur de près d'1 million d'euros? Roxane ne dit rien encore. Elle assemblait les pièces du puzzle dans sa tête, mais décida de se concentrer sur le travail. « Je vais devoir démonter tout le système d'alimentation, dit-elle. Je vais nettoyer, remplacer les filtres par des originaux que j'ai dans mon garage et recalibrer manuellement le système d'injection. » Klaus explosa. « Recalibrer manuellement, c'est impossible. Cela nécessite un logiciel spécifique, un équipement de concessionnaire. Vous n'avez ni la capacité technique ni l'équipement pour faire cela. » Roxane le regarda avec lassitude. « Mon grand-père m'a appris à faire le recalibrage manuel sur des moteurs électroniques. C'est laborieux, mais ça marche. Je l'ai déjà fait sur 2 Volvo, un Scania et un Mercedes. » Klaus se tourna vers Samuel, désespéré maintenant. « Samuel, elle va détruire le moteur. Si elle touche le calculateur incorrectement, vous perdez tout le camion. C'est de la folie. » Mais Samuel regardait ses filtres génériques dans sa main. Il commençait à se douter de quelque chose. « Laissez-la travailler, dit-il. Klaus pâlit. « Mais Samuel ?» ?»« Laissez-la travailler, Klaus. » Et ainsi Roxane commença le vrai travail. Elle ouvrit le capot du Volvo, exposant ce moteur monstrueux D13, 13 litres de cylindrée, un labyrinthe de tuyaux, de capteurs, de faisceaux électriques. Elle commença à démonter le système d'alimentation avec une méticulosité méthodique, cataloguant chaque pièce, chaque connexion. Klaus resta là à observer, nerveux, suant à grosses gouttes. Les employés de l'entreprise s'approchèrent, curieux, et tandis que Roxane travaillait en silence, concentrée, ses mains tachées de graisse, démontant des pièces valant 1 demi-million d'euros, quelque chose se produisait. Les gens commençaient à respecter cette détermination, cette compétence silencieuse. Bruno, le jeune mécanicien, s'approcha. « Je peux aider pour quelque chose ?» Roxane le regarda, surprise. C'était la première gentillesse qu'elle recevait ici. « Pouvez-vous tenir cette lampe de poche pour moi ?» Il la tint et resta là, la regardant travailler, impressionné par la précision de ses mouvements. Roxane démonta le filtre primaire. Il était obstrué par une substance visqueuse, brun verdâtre, exactement comme elle l'avait prévu, un biofilm. Elle le montra à Bruno. « Vous voyez ? C'est une colonie de bactéries et de champignons qui se nourrissent du biodiesel en présence d'eau. » Bruno écarquilla les yeux. « Incroyable! Je n'ai jamais vu ça. » Roxane continua à démonter. Le filtre secondaire était encore pire. Et quand elle arriva à la ligne d'alimentation, elle trouva les injecteurs complètement obstrués. Cela prendrait des heures à nettoyer correctement. Klaus observait tout à distance, de plus en plus nerveux. Samuel était là aussi maintenant,
regardant Roxane travailler, et pour la première fois, il commença à voir l'être humain au-delà du préjugé. Il vit la concentration sur son visage, la précision de ses mains, la connaissance technique authentique. Il vit une vraie professionnelle et commença à avoir honte de l'avoir jugée sur son apparence. Roxane travailla sans relâche. Il était 20 heures quand elle fit une pause pour boire de l'eau. Sa chemise, sous sa combinaison, était trempée de sueur. Samuel fit apporter de la nourriture. Klaus ne toucha à rien, il resta juste là à observer, rongeant ses ongles. Et là, sous la lumière artificielle de l'entrepôt, avec le son des outils qui résonnaient, Roxane continuait de prouver que le talent n'a pas de genre, pas d'âge, pas d'ethnicité. Il a du courage, de la connaissance et de la dignité. Et elle avait tout cela en abondance. Il était 3 heures du matin quand Roxane termina le nettoyage complet du système d'alimentation. Ses mains tremblaient de fatigue. Son dos lui faisait mal, à force de rester courbée sur le moteur pendant des heures. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Ces 24 heures passaient trop vite et elle savait que chaque minute comptait. Bruno était resté avec elle tout le temps, tenant des outils, éclairant avec la lampe de poche, apprenant. Les autres employés étaient déjà partis, mais il avait insisté pour rester. « Je veux voir quand ce moteur démarrera », dit-il. Et il y avait quelque chose chez ce jeune homme qui rappelait à Roxane elle-même des années auparavant. Cette soif de connaissance, ce respect sincère du métier. Samuel n'était pas rentré non plus, il était dans son bureau à essayer de travailler. Mais en réalité, il ne faisait que regarder sa montre et descendre de temps en temps dans l'entrepôt pour voir les progrès. Chaque fois qu'il voyait Roxane travailler avec cette détermination inébranlable, quelque chose en lui se remuait. Culpabilité, honte, admiration, peut-être tout cela à la fois. Klaus, en revanche, avait disparu pendant quelques heures. Il avait dit qu'il allait se reposer à l'hôtel, mais il revint à 2 heures du matin, nerveux, vérifiant compulsivement son téléphone portable. Roxane installa les filtres originaux qu'elle avait apportés de son garage. C'étaient des pièces qu'elle gardait en stock, précisément parce qu'elle connaissait les problèmes courants des équipements fonctionnant dans les conditions extrêmes du Massif central. Ils coûtaient 3 fois plus cher que les génériques, mais ils faisaient la différence entre un moteur qui fonctionne et un moteur mort. Elle reconnecta toutes les lignes d'alimentation, vérifia chaque collier, chaque connexion. Il ne devait y avoir aucune fuite, aucune entrée d'air, tout devait être parfait. Maintenant venait la partie la plus délicate, le recalibrage manuel du système d'injection électronique. Klaus avait raison sur un point. Normalement, cela exigeait un logiciel spécifique, un équipement de concessionnaire, mais le grand-père Antoine avait enseigné à Roxane une méthode alternative, une technique ancienne que très peu de mécaniciens connaissaient, datant de l'époque où les moteurs électroniques commençaient à arriver en France dans les années 90 et où il n'y avait pas de concessionnaire partout. C'est laborieux, cela exige de la patience et une connaissance approfondie du système. Mais ça marche. Elle connecta un multimètre au calculateur électronique et commença à vérifier les résistances des capteurs, un par un. Capteur de température du liquide de refroidissement, capteur de pression du collecteur d'admission, capteur de régime du vilebrequin, capteur de position de l'arbre à cames. Elle notait chaque valeur dans un vieux carnet qu'elle portait toujours sur elle. Klaus observait à distance, essayant de comprendre ce qu'elle faisait, mais il était évident qu'il ne connaissait pas cette technique. Toute son ingénierie était basée sur des ordinateurs et des scanners. Retirez-lui cela, et il était perdu. Roxane fit alors quelque chose qui impressionna même Bruno. Elle déconnecta temporairement certains capteurs secondaires et força le moteur à passer en mode d'urgence, un protocole de sécurité que les moteurs électroniques ont lorsqu'ils détectent une défaillance de capteur. Dans ce mode, le calculateur utilise des valeurs préprogrammées au lieu de lecture en temps réel. Elle tourna la clé de contact. Le démarreur fonctionna. Le moteur principal toussa, donna un à-coup, mais ne démarra pas complètement. Elle éteignit tout, attendit 10 secondes, tenta à nouveau même chose. C'était proche, très proche. « Ça ne fonctionnera pas »,
dit Klaus depuis l'escalier où il était assis, la voix chargée d'un mélange de nervosité et de fausse confiance. « Vous perdez votre temps. Ce moteur a besoin d'une reprogrammation complète en concession. Acceptez la défaite. » Roxane ne répondit pas. Elle révisait mentalement chaque étape de la procédure. Et puis elle réalisa. Elle avait oublié de purger complètement le système. À cause de la contamination, il pouvait y avoir de l'air emprisonné dans les lignes à haute pression. Elle se dirigea vers le moteur, localisa les valves de purge des injecteurs et, une par une, desserra chaque connexion pendant que Bruno actionnait la clé de contact pendant quelques secondes. Du gazole commença à s'écouler, expulsant l'air emprisonné. C'était une procédure simple, basique, mais essentielle. Et Klaus ne l'avait pas faite. Il était si confiant dans ses ordinateurs et ses scanners qu'il avait oublié les bases de la mécanique diesel. Après avoir purgé tous les cylindres, Roxane reconnecta les capteurs qu'elle avait débranchés, s'essuya les mains sur un chiffon et respira profondément. On essaie encore. Bruno monta dans la cabine. Roxane resta à l'extérieur, près du moteur ouvert, observant. « Démarre », dit-elle. Bruno tourna la clé. Le démarreur travailla 1 fois, 2 fois, 3 fois, et alors ça arriva. Le moteur D13 du Volvo rugit à la vie. Ce n'était pas un rugissement faible, non. C'était un rugissement profond, puissant, constant. Les 13 litres de cylindrée, 6 cylindres en ligne, 540 chevaux, tout fonctionnait en parfaite harmonie. La vibration envahit tout le camion. Bruno cria de l'intérieur de la cabine. « Il a démarré, je n'y crois pas, il a démarré !» Il descendit de la cabine en trébuchant d'excitation et serra Roxane dans ses bras. Elle était sous le choc, n'y croyant presque pas. Elle avait réussi. Elle avait vraiment réussi. Le bruit du moteur fit accourir Samuel de son bureau. Quand il arriva dans l'entrepôt et vit ce Volvo FH540 fonctionner parfaitement, la fumée sortant de l'échappement, le tableau de bord tout allumé, il resta paralysé, incapable de parler. Il regardait juste, incrédule. Klaus était blanc comme un linge. Il se leva lentement de l'escalier, s'approcha du camion comme s'il voyait un fantôme. Roxane laissa le moteur tourner pendant 5 minutes, observant chaque paramètre. Température montant normalement, pression d'huile stable, rotation constante, c'était parfait. Elle éteignit finalement le moteur et ferma le capot. Ses jambes faillirent la trahir de fatigue, mais elle resta debout. Elle regarda Samuel. « C'est prêt, le camion fonctionne. » Samuel était encore en train de digérer l'information. Finalement, il trouva les mots. « Vous avez réussi en 18 heures ce que... » Il désigna Klaus. Il n'a pas réussi en 5 jours. Sa voix contenait un mélange de soulagement, de gratitude et de honte. Klaus tenta de minimiser. « Ah, bien sûr. Elle a juste terminé le travail que j'avais déjà commencé. C'est moi qui ai identifié la plupart des problèmes. Elle a juste terminé. » Mais personne ne lui prêtait attention. Bruno regarda Klaus avec un mépris évident. Samuel se contenta de hocher la tête. Roxane prit sa mallette, rangea ses outils méthodiquement et, sans regarder Klaus, dit à Samuel « Monsieur Duval, vous devez savoir une chose. » Samuel prêta attention. « J'ai découvert quelque chose pendant le travail. Ces filtres génériques que Monsieur Klaus a installés, ils n'ont pas été mis par accident. Ils ont été mis exprès. » Klaus fit un pas en avant, agressif. « Comment osez-vous m'accuser? Vous n'avez aucune preuve !» Roxane ouvrit sa mallette et en sortit un petit sac en plastique. À l'intérieur se trouvait une étiquette qu'elle avait trouvée collée sous le support du filtre. « J'ai trouvé ceci caché. C'est l'étiquette du filtre Volvo original qui était installé avant. Elle indique la date du dernier remplacement, il y a 3 semaines. Un filtre original neuf, fonctionnant parfaitement. Et puis quelqu'un l'a remplacé par des génériques. Le moteur est tombé en panne exactement 2 jours plus tard. » Samuel prit le petit sac, examina l'étiquette. Son expression devint de plus en plus dure. « Klaus, expliquez-moi ça. » Klaus transpirait à grosses gouttes. « Maintenant, je peux expliquer. Le fournisseur a dû envoyer les mauvaises pièces. » « Ce n'était pas le fournisseur. » continua Roxane.
J'ai trouvé autre chose. Elle prit son téléphone portable, montra une photo qu'elle avait prise. C'était la boîte des filtres génériques que Klaus avait utilisée. La boîte portait un autocollant avec le numéro de SIRET d'un fournisseur de pièces automobiles de Marseille. Ce fournisseur a un associé du même nom de famille que M. Klaus, Hoffmann Pièces Auto. J'ai fait des recherches sur Internet pendant que je travaillais. Monsieur, vous avez une participation de 30% dans cette entreprise. Le silence fut absolu. Samuel regarda Klaus avec une expression de pure trahison. Klaus tenta de parler, de bégayer quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Bruno fit un pas en avant, révolté. « Vous avez saboté le camion. Vous avez remplacé les filtres originaux par des génériques exprès pour créer le problème. Et vous êtes resté ici 5 jours à facturer 15 000 € par jour pendant que vous nous meniez en bateau. » Klaus explosa de désespoir. Ce n'était pas du sabotage, c'était juste. C'était juste un remplacement de pièces, des pièces certifiées. Je ne savais pas qu'elles poseraient problème, je le jure. Mais même lui savait que cette excuse ne tenait pas. Roxane secoua la tête. Vous le saviez, oui. C'est pourquoi vous avez installé des filtres génériques inférieurs dans un environnement très humide. Vous saviez qu'ils s'obstrueraient rapidement avec le gazole. Et pendant que le camion restait à l'arrêt, vous gagniez 15 000 € par jour en faisant du théâtre avec des scanners et des ordinateurs. Samuel tremblait de colère. 75 000 €, dit-il, la voix basse et dangereuse. Je vous ai payé 75 000 € en 5 jours, et vous prolongiez le problème exprès. Pendant ce temps, j'étais sur le point de perdre 8,5 millions d'euros et de payer 2 millions d'amende. Il fit un pas vers Klaus. Sortez de mon entreprise tout de suite et attendez-vous à ce que mes avocats vous contactent. Je vais vous poursuivre pour fraude, sabotage et tous les dommages que vous avez causés. Klaus tenta d'argumenter, mais Samuel cria « Sortez d'ici !» La voix résonna dans tout l'entrepôt. Klaus, vaincu, humilié, ramassa ses affaires à la hâte, les ordinateurs portables, les scanners coûteux, les outils importés, fourra tout dans des cartons n'importe comment et sortit presque en courant. Il ne regarda pas en arrière, ne s'excusa pas, il s'enfuit. Quand la porte de l'entrepôt se referma derrière lui, Samuel se tourna vers Roxane, et pour la première fois, elle vit des larmes dans les yeux de cet homme dur, riche, habitué à tout contrôler. « Je vous ai jugé, » dit-il, la voix étranglée. « Je vous ai jugé sur votre apparence, sur votre âge, sur vos origines. Je vous ai traité comme si vous n'aviez aucune valeur. Et vous n'avez pas seulement résolu le problème. Vous avez découvert une fraude que je n'avais même pas remarquée. Vous m'avez sauvé de la perte de millions, et je vous ai traité avec irrespect. » Il se tourna vers Bruno et les autres employés qui étaient revenus dans l'entrepôt en entendant le bruit du moteur. « Je veux que tout le monde ici sache. J'avais tort, complètement tort. Roxane est une professionnelle exceptionnelle et j'aurais dû le percevoir au moment où elle est entrée dans mon bureau. Mais j'ai laissé mon préjugé parler plus fort et j'ai failli tout perdre à cause de cela. » Il tendit la main à Roxane. « Merci. Sincèrement. Vous avez sauvé mon entreprise. » Roxane lui serra la main. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Parce que là, à ce moment précis, au milieu d'un entrepôt à Lyon, à 4 heures du matin, les mains sales de graisse et le corps endolori par la fatigue, elle avait prouvé tout ce qu'elle avait besoin de prouver, non seulement à Samuel, non seulement à Klaus, mais à elle-même. Le Volvo FH 540 était prêt à partir. Et avec lui partait aussi l'idée qu'une jeune femme d'origine autochtone, d'un humble garage, ne pourrait pas être aussi bonne que n'importe quel homme, parce qu'elle n'était pas aussi bonne qu'elle. Elle était meilleure. Engageriez-vous Roxane pour réparer votre voiture? Commentez ici, oui ou non, et pourquoi? Le soleil se leva sur Lyon ce matin-là, teignant le ciel d'orange et de rose, et Roxane était toujours là dans l'entrepôt. Samuel avait insisté pour qu'elle se repose, prenne une douche, mange quelque chose avant que le camion ne parte. Mais elle voulait voir ce Volvo partir de ses propres yeux. Elle devait s'assurer que tout fonctionnait réellement.
Bruno apporta du café frais de la cantine de l'entreprise, du pain beurré, du jus d'orange. Elle mangea lentement, assise sur une chaise en plastique, observant le mouvement des employés arrivant pour le quart du matin. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandait déjà. Les mécaniciens, les chauffeurs, le personnel administratif, tous savaient que la jeune mécanicienne avait résolu en moins d'une journée ce que l'ingénieur allemand, très cher, n'avait pas résolu en une semaine. Et plus encore, qu'elle avait découvert un sabotage. Les regards que Roxane recevait maintenant étaient complètement différents. Respect, admiration. Certains employés vinrent la saluer, s'excuser d'avoir ri des commentaires de Klaus. L'un des mécaniciens les plus âgés, un homme aux cheveux grisonnants appelé Valentin, s'approcha d'elle et dit « Mademoiselle, je travaille avec des camions depuis 28 ans et je n'ai jamais vu personne faire ce que vous avez fait. Vous avez un don et je m'excuse de ne pas vous avoir défendu hier. » Roxane accepta les excuses d'un signe de tête. Elle ne gardait pas rancune. Elle comprenait comment fonctionne le préjugé, comment il s'infiltre chez les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Elle-même en avait été victime tant de fois qu'elle avait appris à reconnaître quand quelqu'un est vraiment repentant. Et Valentin l'était. Samuel arriva à 7 heures du matin, il était rentré chez lui. Il avait pris une douche, changé de vêtements, mais semblait toujours épuisé. Il portait une mallette de documents. Il s'assit à côté de Roxane, resta quelques secondes en silence, regardant simplement le Volvo qui fonctionnait maintenant parfaitement. « Vous savez, dit-il, finalement, j'ai construit cette entreprise seul, à partir de zéro. J'ai commencé avec un vieux camion et beaucoup de volonté. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant 30 ans. J'ai tout sacrifié, famille, amis, vie personnelle. Je pensais que cela me rendait fort. Je pensais que cela me donnait le droit de juger les gens par ce qu'ils possèdent, et non par ce qu'ils sont. » Il la regarda. « Mais vous m'avez appris en une nuit ce que je n'ai pas appris en 30 ans. Que la vraie valeur ne réside pas dans un diplôme, ni dans un nom de famille, ni dans un compte en banque. Elle réside dans le caractère et dans la vraie connaissance. » Roxane écouta cela. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme comme Samuel, habitué à commander et à être obéi, ait cette capacité de réflexion, d'admettre ses erreurs. « J'ai failli détruire ma propre entreprise par préjugés, » continua Samuel. « Et si je vous avais écouté dès le début, j'aurais économisé 5 jours et 75 000 €. Et plus important encore, j'aurais évité de vous humilier de la manière dont vous avez été humilié. » Il ouvrit la mallette qu'il portait. « J'ai fait une proposition hier. J'ai dit que, si vous résolviez le problème, je vous engagerais comme responsable de la maintenance. Salaire de 18 000 €, contrat permanent avec votre garage. Je vais honorer cela, mais je veux aller plus loin. » Il sortit des papiers de la mallette. « J'ai préparé un contrat de partenariat. Votre garage deviendra le garage officiel de Bois-Duval. Toute la maintenance de la flotte passera par vous. J'investirai 200 000 € pour que vous agrandissiez et équipiez mieux votre garage. Nouveau matériel, outils, structure. Vous choisissez ce dont vous avez besoin et en plus des 18 000 € de salaire, vous recevrez 5% du bénéfice net de l'entreprise chaque trimestre en tant que consultante technique. » Il fit une pause. Au trimestre dernier, cela représenterait 47 000 €. Roxane resta sans voix. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Ce n'était pas seulement la solution aux problèmes financiers, c'était l'occasion de transformer complètement la vie de sa famille, de donner de la sécurité à sa mère, des opportunités à ses frères, du confort à son grand-père. Mais plus que l'argent, c'était la reconnaissance. C'était quelqu'un qui voyait enfin la valeur de son travail. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix faible. Samuel sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Parce que j'ai réalisé une chose cette nuit. J'ai été seul si longtemps que j'ai oublié ce que c'est que d'avoir quelqu'un de confiance à mes côtés, quelqu'un d'honnête, de compétent, de loyal. Vous auriez pu simplement réparer le camion et partir, mais vous m'avez montré la fraude de Klaus. Vous m'avez protégé alors que vous n'aviez pas besoin de le faire. Et j'ai besoin de personnes comme vous dans ma vie, pas seulement comme employé, mais comme... » Il chercha le mot juste. « Comme famille. »
Cela toucha Roxane d'une manière inattendue. Famille. Elle avait la sienne, bien sûr, mais c'est toujours elle qui avait porté le poids de tout seul. L'idée d'avoir quelqu'un qui partage ce poids, d'avoir un vrai partenaire en affaires, quelqu'un qui la respecte et la valorise, était écrasante. Les larmes vinrent finalement. Elle ne put les retenir. Elle pleura là, devant Samuel, devant les employés. Elle pleura de fatigue, de soulagement, de la douleur accumulée de tant d'années d'humiliation et aussi de la joie d'être enfin vue. Samuel ne dit rien, resta juste à ses côtés, respectant ce moment. Bruno arriva avec plus de café et resta à une distance respectueuse. Quand Roxane eut finalement essuyé ses larmes, elle signa le contrat, main tremblante, mais elle signa. « J'accepte », dit-elle. « Mais il y a une condition. » Samuel haussa les sourcils. « Laquelle ?» Roxane regarda Bruno. « Je veux que Bruno soit mon assistant direct. Il est resté avec moi toute la nuit. Il a vraiment voulu apprendre. J'ai besoin de gens comme ça. » Bruno devint rouge d'émotion. « Sérieusement ? Vous voulez que je travaille avec vous ?» Roxane sourit. « Vous avez la même étincelle dans les yeux que j'avais à votre âge. Je vais vous apprendre tout ce que mon grand-père m'a appris, mais il faut de la dévotion. » Bruno faillit trébucher en courant pour lui serrer la main. « Comptez sur moi, je me dévouerai, je le jure !» Samuel observa cette scène et réalisa quelque chose. Il avait passé 30 ans à construire un empire, mais seul. Roxane, à 20 ans, comprenait déjà que le vrai succès se construit ensemble, en élevant les gens autour de soi. Elle était jeune, mais elle avait une sagesse qu'il avait perdue en chemin. Le chauffeur qui devait transporter la cargaison à Paris arriva. Un homme expérimenté appelé Josué, 45 ans, le visage marqué par le soleil. Il salua Roxane avec respect. « J'ai entendu dire que vous avez sauvé ce camion. Merci. Ce Volvo est mon petit bijou. Je le conduis depuis 3 ans. J'avais le cœur brisé de le voir à l'arrêt. » Roxane sourit. « Prenez-en bien soin. J'ai fait couler du sang neuf dans les veines de cette machine. » Le Volvo, chargé de 47 tonnes de bois de Brésil, les grumes énormes, rares, inestimables, furent attachés avec des sangles industrielles sur la carrosserie spécialisée. Josué monta dans la cabine, démarra le moteur qui répondit immédiatement avec ce rugissement puissant et fit un signe de la main par la fenêtre, à dans 5 jours. Et il partit, emportant avec lui non seulement le bois, mais aussi la preuve vivante que Roxane avait sauvé l'entreprise de Samuel. Samuel resta là, voyant le camion disparaître sur la route, puis se tourna vers Roxane. « Vous avez de la famille, n'est-ce pas? Des frères, votre mère, votre grand-père. » Elle confirma. « J'aimerais les rencontrer, si vous le permettez. Je veux remercier personnellement votre grand-père de vous avoir si bien enseigné et je veux que votre famille sache que vous faites partie de mon entreprise maintenant, que vous avez une place ici. » Roxane ne savait que dire. Cet homme qui, quelques heures auparavant, la traitait avec mépris, voulait maintenant connaître sa famille, voulait l'inclure vraiment. « Ce serait un honneur, » dit-elle. Et à ce moment-là, quelque chose changea définitivement. Ce n'était plus patron et employé, c'était le début d'un véritable partenariat, d'un respect mutuel, d'une transformation qui allait au-delà des affaires. Le soleil montait de plus en plus haut dans le ciel de la région lyonnaise, et avec lui montait aussi l'espoir que les choses peuvent changer, que les préjugés peuvent être vaincus, qu'une jeune mécanicienne de 20 ans peut, oui, transformer non seulement des moteurs, mais aussi des cœurs. Le soleil se leva sur Lyon, teignant le ciel d'orange et de rose, et Roxane était toujours là, dans l'entrepôt. Samuel avait insisté pour qu'elle se repose, prenne un bain, mange quelque chose avant que le camion ne parte. Mais elle voulait voir ce Volvo partir de ses propres yeux. Elle devait s'assurer que tout fonctionnait. Bruno apporta du café de la cantine, du pain beurré, du jus d'orange. Elle mangea lentement, observant le mouvement des employés arrivant pour le quart du matin. La nouvelle s'était répandue rapidement.
Tous savaient que la jeune mécanicienne avait résolu en moins d'une journée ce que l'ingénieur allemand n'avait pas solutionné en une semaine et qu'elle avait même découvert un sabotage. Les regards étaient maintenant de respect et d'admiration. Plusieurs vinrent la saluer. Certains s'excusèrent même d'avoir ri. Un homme aux cheveux grisonnants, Valentin, s'approcha. « Mademoiselle, je travaille avec des camions depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu personne faire ce que vous avez fait. Vous avez un don et je m'excuse de ne pas vous avoir défendu hier. » Roxane se contenta d'acquiescer. Elle ne gardait pas rancune. Elle connaissait déjà le poids du préjugé et savait reconnaître le véritable repentir. Samuel arriva à 7 heures. Il semblait épuisé, mais différent. Il apportait une mallette de documents et s'assit à côté d'elle, regardant le Volvo ronronner en parfaite harmonie. « Vous savez, commença-t-il, j'ai construit cette entreprise à partir de zéro. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant 30 ans. J'ai perdu ma famille, mes amis, tout. Je pensais que cela me donnait le droit de juger les autres par ce qu'ils ont. Mais vous m'avez appris en une nuit ce que je n'ai pas appris en des décennies. La valeur réelle réside dans le caractère et la connaissance. » Roxane l'écouta en silence. Surprise par sa sincérité, Samuel continua. « J'ai failli détruire mon entreprise par préjugés. Si je vous avais écouté plus tôt, j'aurais économisé du temps, de l'argent et de la honte. Hier, j'ai promis que si vous résolviez le problème, je vous engagerai comme responsable de la maintenance. Et je tiendrai ma promesse, mais je veux aller plus loin. » Il ouvrit la mallette et montra un contrat. « Votre garage sera le garage officiel de Bois Duval. J'investirai 200 000 € pour agrandir et équiper l'espace. En plus du salaire de 18 000 €, vous recevrez 5% du bénéfice net trimestriel. Au dernier trimestre, cela représenterait 47 000 €. Roxane resta immobile. C'était plus que ce qu'elle avait jamais rêvé. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était de la reconnaissance. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. Samuel sourit, fatigué, mais sincère. « Parce que vous m'avez montré ce qu'est la loyauté. Vous auriez pu réparer et partir, mais vous m'avez protégé. J'ai besoin de gens comme ça près de moi, pas seulement comme employés, mais comme famille. » Le mot résonna en elle. Famille. Pendant des années, elle avait porté le fardeau seule. Maintenant, quelqu'un proposait de le partager. Les larmes vinrent sans contrôle, de soulagement, de douleur. Samuel resta simplement à ses côtés en silence. Quand elle se remit, elle signa le contrat. « J'accepte, mais je veux Bruno comme mon assistant. Il est resté avec moi toute la nuit. Il a voulu apprendre. J'ai besoin de gens comme ça. » Le jeune homme rougit d'émotion. « Sérieusement, moi ?» Roxane sourit. « Tu as la même étincelle dans les yeux que j'avais. Je vais tout apprendre, mais je veux de la dévotion. » Bruno promit avec un enthousiasme juvénile. Samuel observa la scène, comprenant ce qu'il n'avait jamais compris. Il avait construit un empire seul. Elle construisait un avenir ensemble, et c'était là la vraie force. Peu après, le chauffeur Josué arriva. Il salua Roxane avec respect. « J'ai entendu dire que vous avez sauvé mon camion, merci. Ce Volvo est mon chouchou. » Elle répondit en souriant. « Prenez-en bien soin. » Son cœur bat de nouveau. Le Volvo fut chargé de 47 tonnes de bois de Brésil. Quand Josué démarra le moteur et fit un signe par la fenêtre, le rugissement puissant résonna comme un symbole. Il n'emportait pas seulement du bois, il emportait une histoire de dépassement. Samuel resta à observer le camion disparaître sur la route avant de se tourner vers elle. « Je veux connaître votre famille, » dit-il. « Remerciez personnellement votre grand-père de vous avoir si bien enseigné. Je veux qu'il sache que vous faites partie de cette entreprise. » Roxane respira profondément, émue. Cet homme, qui l'avait méprisée quelques heures auparavant, voulait maintenant la connaître vraiment. « Ce sera un honneur, » répondit-elle. Le soleil éclairait déjà haut le chantier, se reflétant dans les yeux larmoyants de Roxane. À cet instant, elle comprit qu'elle avait réparé bien plus qu'un moteur. Elle avait réparé des cœurs endurcis par l'orgueil. Lyon se réveillait différemment, et le monde aussi.